Bienvenue au lundi des res. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette rencontre avec Marine Schmoll à l'occasion du livre qu'elle a dirigé, Bébé Covid, enfant du confinement, leçon clinique d'une pandémie, qui est disponible en librairie et sur le site des éditions ERES. Donc, ce livre est publié dans la collection La vie de l'enfant dirigée par Sylvain Missonnier et préfacé par Sylviane Giampino, qui nous font le plaisir d'être parmi nous ce soir et nous les remercions chaleureusement. Marine Schmoll, vous êtes psychologue clinicienne, spécialiste petite enfance et parentalité, membre de l'ANAPSIPE. Sylvain Missonnier, vous êtes psychologue clinicien, psychanalyste, professeur de psychologie clinique de la périnatalité et de la première enfance. Sylviane Giampino, vous êtes psychologue de l'enfance, psychanalyste, présidente du Haut Conseil de l'enfance et de l'adolescence. Donc nous allons passer 1 heure ensemble. Durant la première partie, vous allez échanger tous les trois autour du livre. Puis nous vous donnerons la parole. Vous pourrez prendre la parole ou écrire sur le chat qui est à votre disposition. Cette rencontre est enregistrée et sera disponible d'ici quelques jours en replay sur le site des éditions RS. Voilà, je vous remercie et Sylviane, c'est à vous. Bien, je suis très honorée, ravie vraiment d'ouvrir ce moment de réflexion avec vous tous et autour de ce livre euh, qui est quand même une aventure incroyable. Je vais essayer de juste rapidement retracer l'historique de ce livre, non pas l'historique de la situation folle dans laquelle nous nous sommes tous trouvés au moment de ce déclenchement de ce que certains appellent la crise de la Covid-19, mais qui en réalité a été une ouverture pour le monde entier sur la question de la présence de la vie et de la mort dans le quotidien de chacun et par-delà les frontières. Alors, ce livre, il est formidable parce qu'il a été écrit par 20 personnes. Elles sont 20, ils sont 20, et ils ont écrit pendant tous ces événements et après, au fur et à mesure, dans l'exercice même d'une clinique, au travail, hein, tout le monde travaillait dans nos métiers, et cette écriture a en même temps porte la trace du présent, du désir et du besoin de penser à plusieurs, pour essayer de relier quand même la stupeur, le sens, et puis malgré la sidération, de trouver quelques espaces de lien et de liberté et de créativité. Et il faut quand même rappeler qu'à l'origine, cette association, l'Association nationale des psychologues de la petite enfance, dont j'ai le plaisir de faire toujours partie du conseil d'administration et dont j'étais avec d'autres à la fondation, eh bien, à l'origine, c'est une lettre qu'ont écrit les membres du bureau. Je les nomme dans la préface parce que c'est important, je les prénomme. Chloé, Claire, Servane, Stéphanie, Sylvie, et elles ont adressé juste quelques jours, à peine après le discours du Premier ministre, du président de la République, pardon, qui, en termes de «nous sommes en guerre», a annoncé le confinement du pays entier. Et 8 jours après, donc, de cette entrée en vigueur immédiate d'un confinement strict, hein, et d'un état d'urgence sanitaire qui finalement va s'étaler sur 2 ans et demi. Je crois que tout le monde a oublié que la levée de l'état d'urgence, ça a été seulement 2 ans
et demi après ce 16 mars, ce discours du 16 mars. Et dans la lettre, la proposition du CA, il y avait cette phrase: nous pouvons continuer à offrir notre écoute aux adultes, que ce soit aux parents qui découvrent cette vie au quotidien H24 avec leurs enfants ou aux professionnels qui se réorganisent comme ils peuvent. Et donc, dans ce souci de continuer cette clinique avec les enfants, les professionnels et les familles, eh bien, de mars à juin 2020, l'association rédigera 12 lettres du confinement avec des tas d'informations, de ressources, des informations tristes et des informations incroyablement mobilisatrices vu la créativité en même temps qui a jailli, comme tout le monde s'en souvient. Alors, je suis fière d'avoir préfacé ce livre parce que il fait mentir ceux qui argumentent que les sciences humaines et sociales sont toujours en retard, parce qu'elles nous parleraient seulement de l'après-coup. Là, vraiment, c'est dans le moment que ce livre a commencé à se préparer sans savoir qu'il était en train de s'écrire et qu'il prendrait la forme d'un livre. Et là, évidemment, c'est le génie des éditions RS et du directeur de la collection que d'avoir relevé quand même ce défi de publier 5 ans après, hein, un livre sur un tel sujet, mais surtout de s'engager, hein, bien qu'on soit sorti de l'état d'urgence, à pouvoir publier ce livre. Alors, c'était comme une équipe de pensée pour déjouer la peur, le pire, mais surtout, vous le savez, la pire des peurs, c'est la peur de penser. Et ça, en temps de guerre comme au temps de paix, en temps de Covid comme en temps de bonne santé. Et puis, on trouvera dans ce livre des choses sur ceux qui se sont trouvés enfermés, masqués, déscolarisés, rescolarisés, les enfants soupçonnés de propager le mal, des enfants qu'on a enfermés pour protéger les personnes âgées. Et j'entendais hier dans une réunion réunissant 130 personnes tirées au sort dans cette convention citoyenne sur les temps de l'enfant, une personne âgée tirée au sort qui a déclaré: mais moi, si je suis vivante aujourd'hui, je le dois aux enfants qu'on a enfermés pour qu'on puisse nous protéger, nous, les personnes âgées. Alors aujourd'hui, on pourrait peut-être payer notre dette en aidant davantage les parents qui ont tant de difficultés à les élever, tellement la vie est dure. C'est quand même une jolie phrase. Et puis, les psychologues, il faut le reconnaître, ce n'étaient pas les seuls, ont quand même sonné l'alerte sur les traces que pourrait potentiellement laisser, hein, dans le développement des enfants à court, moyen et long terme. Mais ils ont été discrets, prudents, ces psychologues, par respect de la gravité de la situation. Ça n'était pas le moment. Vous avez dit ça, hein, dans le groupe de travail. Ça n'était pas le moment de déclarer, d'alerter, de paniquer davantage, mais quand même de veiller, de mémoriser, d'enregistrer, d'observer pour qu'après on puisse faire quelque chose. L'urgence. Alors évidemment, l'urgence, ça délie, hein, toujours le sanitaire et l'humanisme, hélas, dans les politiques publiques, alors que ça n'est jamais à délier et ça n'est jamais délié. Ça délie la santé physique et la santé psychique. Or, c'est dans la chair que s'inscrit dans l'enfant grandissant les vécus individuels et ceux de la société. Et là, on voit bien, maintenant qu'on a un peu plus de recul, que quelque chose s'est passé pour ces enfants dont ils gardent quelques traces, chacun les leurs. Le bain idéologique, les régulations culturelles, le climat affectif, ça marque une génération. Et ces mises en œuvre, peut-être étaient-elles inévitables, de mesures autoritaires, nationales et internationales pour sauver des vies, ne
pouvait pas interdire les interrogations sur la méthode, l'excès, l'assaut de communication inquiétante et surtout le manque de mots adressés par les autorités, notamment aux enfants et aux parents directement, en tant qu'enfants et en tant que parents. Face à l'inconnu, une fois encore, on aurait pu laisser peut-être un peu plus de place au débat, à la démocratie en santé, et surtout au courage d'une parole scientifique plus modeste, une place pour le questionnement, pour le doute publiquement Mm. proposé. Mais non, toujours c'est la parole des certitudes qui serait à la disposition des gouvernances. Résultat, on a fragilisé un peu plus la confiance entre en les progrès de la science et l'intégrité politique. C'est dommage. Je, je rappelle ces mots de Pierre Legendre, hein, euh, qui écrivait, de même que personne ne rêve à la place d'un autre, il en va pour les civilisations, les cultures, les sociétés sont le produit des solitudes. Eh bien, pendant le Covid, il y en a eu des solitudes. Et pourtant, ça fait société, ça fait aujourd'hui culture, l'expérience du Covid, le vécu du Covid. Bien, ici, cet ouvrage associatif, collectif, des acteurs, des actrices de terrain, des chercheuses, relayé par le cadre universitaire de sa publication, ben, relève finalement ce défi éthique, hein, de relier science et conscience, devoir de lucidité, devoir de mémoire, et vraiment, je l'ai écrit au moment de la publication du livre, mais il est temps encore aujourd'hui et surtout aujourd'hui, vu les nouveaux événements qui marquent la planète et l'état du monde en géopolitique, notre devoir d'optimisme pour les enfants. Voilà, je, je laisse Anne euh, reprendre la main. Oui, merci Sylviane. Euh, Marine, nous vous écoutons. Oui, merci. Merci Sylviane pour cette introduction, cette présentation. Alors, je voulais déjà remercier effectivement les 19 personnes qui m'accompagnent, si on compte l'association, qui peut être une personne elle-même, un auteur en tout cas. Voilà, il y en a nombreux qui sont présents derrière leur écran, donc voilà, je tiens à les remercier et peut-être que ces auteurs pourront aussi participer le long de cette soirée. Alors, c'est vrai que c'est un livre qu'on a écrit dans un moment peut-être très particulier. On s'en rendait pas vraiment compte sur le moment, même si on voyait bien qu'on était dans des temps assez inouïs, des temps entre guillemets guerriers. Je mets des guillemets parce qu'aujourd'hui le mot guerre sonne vraiment étrangement, mais c'est sûr que les mesures ont été introduites comme telles en tout cas. Mais aussi un espèce de tournant euh, puisqu'il y a un avant et un après Covid. En tout cas, au moins dans les représentations que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc, un tournant pandémique, et on expliquera un petit peu en quoi, et aussi un tournant numérique, ou en tout cas du distanciel. Donc, vraiment, ce livre, c'est un héritage de ce double tournant-là. Il a été écrit, c'est un livre très, très, très collectif qui a été écrit chacun chez soi, confiné, enfin en partie en tout cas, déconfiné, reconfiné, etc. En 5 ans de travail, évidemment qu'on a eu quand même des rencontres en présentiel, mais quand même, il a été beaucoup pensé, y compris collectivement, en distanciel, avec des ateliers Zoom, des visios, des WhatsApp. Voilà, c'est ce qui nous a, nous en tout cas déjà en tant que professionnels de la petite enfance et en tant que psychologue, permis de penser quelque chose de cette période-là inédite, et notamment de la clinique auprès des tout-petits, des bébés, des enfants, des équipes qu'on continuait à accompagner un tout petit peu en distanciel, mais beaucoup sur le terrain, en fait, quand même, puisque Sylviane l'a rappelé, on continuait à travailler, on a fait partie
des professionnels qui avons continué à travailler, qu'on soit psychologue, professionnel des hôpitaux, de crèches, etc., etc. Et donc, les bébés Covid et les enfants du confinement, ils sont nés dans ce contexte-là. Ils ont grandi dans ce contexte-là, cette révolution pandémique et numérique, ce contexte de drôle de guerre aussi, au carrefour d'autres guerres, d'angoisse de projection, d'angoisse climatique, etc. Et ils ont grandi, ces bébés, ces enfants du confinement. Ils sont aujourd'hui âgés, on va dire, si je prends une fourchette large, si on va jusqu'à 2023, on va dire, ils sont âgés de 2 ans à 11 ans aujourd'hui. Et donc, pour certains, ils vont rentrer à l'école ou au collège en septembre. Voilà. Ces enfants, ce sont les derniers nés de la génération alpha. On l'appelle comme ça. C'est la génération qui a été le moins touchée sur le plan strictement viral, mais qui a été la première touchée par les mesures de mise à l'arrêt d'urgence. Et encore un peu avant qu'on annonce l'état guerrier dans lequel on allait être et l'état d'urgence, puisque le 12 mars 2020, c'est à eux que s'adresse, enfin en tout cas, oui, à eux on va dire, ou à la nation en tout cas que s'adresse le président de la République, en fermant notamment les écoles et les crèches. Il s'adresse aussi dans son discours à ce moment-là aux étudiants, aux adolescents et aux personnes âgées. C'est important parce que en fait, les bébés Covid, ils ont été dans le même bain et dans le même panier que toutes ces générations-là. Et ça a été les premiers à qui on a adressé les mesures de mise à l'arrêt d'urgence. Voilà. Donc c'est vraiment un paradoxe d'entrée de jeu qui nous a poussé, je crois, entre autres, à écrire, à décrire, à essayer de penser. Bon, évidemment, on n'était pas tout de suite dans l'écriture, mais déjà à échanger. Voilà. Aussi parce que c'est notre spécialité, cette tranche d'âge, c'est ce qui nous a réunis dans ce livre, mais je pense vraiment souvent, et on en parle avec les co-auteurs, aux autres générations qui peuvent être concernées par certaines choses qu'on dit dans ce livre ou qu'on va dire ce soir. Voilà. Et ce livre, il est aussi là pour rappeler qu'il ne s'est pas rien passé pour cette génération-là. Il s'est passé quelque chose, même si, clairement, ça a été la moins touchée sur le plan strictement viral, et même s'il y a eu quand même des cas graves, et c'est important parfois de le rappeler. Il y a une psychologue de réanimation néonatale qui nous le rappelait l'autre jour, et réanimation néonatale et pédiatrique, pardon. Donc voilà, c'est important de le dire quand même. Et puis c'est vrai que ces lieux dans lesquels on travaillait, ou même en consultation libérale, c'était des endroits qui étaient clos, qui étaient à ce moment-là confinés, où même parfois les parents ne pouvaient pas rentrer, ou très peu, et puis qui étaient clos pour les chercheurs, puisque la recherche, c'est quand même à freiner, ou en tout cas c'est arrêté à ce moment-là, en partie. Donc il y a eu énormément de choses de dites autour des bébés, des enfants du confinement sur le temps de l'urgence et pendant plusieurs années. Il y a énormément de choses qui ont été écrites ou dites, notamment sur les masques, mais pas que. Cependant, il y a très peu de professionnels qui étaient au contact direct de ce qui se passait là, dans ces lieux clos. Donc, c'était vraiment, on s'est dit, peut-être qu'il y aura un travail de mémoire, effectivement, comme disait Sylviane tout à l'heure. Alors, encore une fois, le livre, il est collectif. Il n'aurait pas pu être, je crois, écrit par une personne, en tout cas pas tel qu'il apparaît aujourd'hui. Ce livre collectif, être en collectivité, en tout cas, ça avait du sens symbolique au moment où on avait tous été isolés. Et puis, ça nous a permis d'avoir de multiples regards, des regards de professionnels différents de la petite enfance, avec des avis différents, des ressentis différents, des visions différentes. Donc, quelque part, de maintenir le débat quand même. Et puis, de maintenir une pluridisciplinarité, ce qui nous a semblé essentiel, même et surtout en temps de crise. Et puis aussi, ça nous a permis d'ouvrir à des témoignages de parents, de grands-parents aussi, si on lit un peu entre les lignes de certains textes, et puis des mots d'enfants. Il y a une recherche-action notamment qui a été menée auprès des enfants, je crois que c'est 2022, donc on était encore dans l'urgence, par Domiti Lambert-Vanin et Camille Bach, qui sont, je crois que Domiti est derrière son écran ce soir. Donc elle pourra peut-être nous en dire quelques mots.
Mais en tout cas, voilà, c'était très important pour nous de ne pas rester juste avec nos supposés savoirs, par exemple, de psychologues, mais bien d'ouvrir à d'autres. Et puis, d'avoir tous ces témoignages, ça nous a permis, on l'a compris avec le temps, hein, mais parce que sur le moment, on pouvait avoir des débats un peu clivés, des choses un petit peu figées aussi, parce que nous aussi, on était traversés par la pandémie, évidemment. Ça nous a permis de rendre compte, de rendre trace des multiples vécus du Covid, en fait. Tous ces textes, ça peut être un peu déroutant aussi, hein, mais tous ces textes, ils témoignent de la richesse du côté protéiforme, du côté justement non catégorique. Il n'y a pas d'étiquette sur les vécus du Covid. Et ils témoignent de récits qui sont à la fois très positifs, qui témoignent des ressources qu'il y a pu avoir de part et d'autre, et en même temps, effectivement, des zones plus sombres, des zones plus complexes, plus difficiles, et j'y reviendrai probablement entachées par les attaques de ce que peut faire vivre une pandémie, en tout cas, même pour les tout petits, ou les parents, ou les institutions. Ça a permis aussi de mettre en avant des récits subjectifs, de montrer que, comme tout vécu, le vécu d'une pandémie, c'est subjectif. Et je pense par exemple au texte de Marie-Noëlle Rossi, qui doit être là, j'espère, ce soir aussi, et qui parle par exemple du vécu subjectif d'une petite fille de 5 ans. Qu'est-ce que ça a fait? Qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, le Covid? Ça voulait pas du tout dire la même chose que la voisine. Et pourtant, elle en a fait quelque chose, la voisine ou une autre patiente, elle en a vraiment fait quelque chose à elle et ça a été travaillé de manière thérapeutique et préventif d'ailleurs. Alors c'est vrai que les récits du Covid, et puis la clinique du Covid, et notamment chez les tout-petits, les parents et les professionnels qui les accompagnent, c'est à l'image du Covid lui-même, c'est-à-dire ce sont des récits et des témoignages, des observations paradoxales, je dirais. Le Covid, c'est pas comme n'importe quelle autre pandémie. Ça a été vraiment une pandémie à la fois gravissime et en même temps suffisamment épargnante pour un certain nombre de personnes et notamment d'enfants et de jeunes enfants. Et je pense que ce paradoxe-là, il nous a rendu un petit peu fous. Bon, il nous a épargnés, il nous a permis quand même de bien traverser cette pandémie pour un certain nombre d'entre nous, même s'il y a eu des choses extrêmement graves et que ça a été très mortifère aussi, très morbide. Mais voilà, il y a eu ce paradoxe-là dans lequel ça a été compliqué de naviguer et de penser. Et effectivement, peut-être d'avoir une politique de santé publique un peu plus assouplie. Et en même temps, donc, juste pour rester un tout petit peu là-dessus, voilà, le Covid, on l'a beaucoup dit, ça a été ni une grippette, ni une peste noire. Aujourd'hui, les bombardements. Oui. On a coupé le son. Oui. Le bombardement, on pourra rebondir dessus peut-être. Et le son, les participants et participantes, merci. Allez-y, Marie. Oui, merci. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on traverse le livre, et voilà, on en a discuté aussi avec les éditions RS d'ailleurs, et voilà, toutes les personnes qui ont relu pour la collection, c'est des vécus très divers, très paradoxaux, même si on retrouve des choses communes. Et voilà, c'est vrai que on voit par exemple qu'il y a plusieurs textes sur les hôpitaux, sur ce qui a été vécu dans les hôpitaux, sur comment on accompagnait les parents et les jeunes enfants. Et voilà, les textes disent des choses un petit peu différentes, mais ils avancent un pion dans la possibilité de penser ces situations vraiment diverses et qui ont été à la fois gravissimes et parfois bénignes, et ces situations où parfois les protocoles étaient bien sûr nécessaires. Alors sur le plan viral, on va pas se prononcer là-dessus, évidemment, c'est pas notre rôle, mais même sur le plan psychologique, c'était sécurisant. Et dans des situations, ça a été de trop pour les jeunes enfants, les parents et les professionnels. Par exemple, dans les hôpitaux,
on a fait quand même un retour en arrière de 50 ans à ce moment-là, à peu près, ou dans les crèches, en mettant les parents à la porte ou en leur disant de ne pas venir en même temps dans la même pièce, dans le même espace, auprès des bébés, par exemple. Nathalie Hauck pourra peut-être en témoigner également. Les textes sur les masques aussi, ils témoignent, et avec beaucoup de rigueur, notamment le texte d'Hélène Ledien et de Brigitte Borsoni, qui sont là aussi, je crois, ce soir, ils témoignent de la complexité de la pensée si on tient compte de l'expérience clinique, mais aussi de la, comment dire, des théories et des recherches dont on dispose sur le développement du jeune enfant, eh bien, les réponses, elles sont oui, très complexes. Hein, et c'est difficile de se prononcer comme ça, masque ou pas masque, auprès des bébés vulnérables, qu'est-ce que ça veut dire? Auprès des enfants qui sont en crèche, 5 jours à 7 jours, 5 jours sur 7 et 8 à 10 heures par jour accueillis en crèche, qu'est-ce que ça veut dire sur 3 années d'urgence sanitaire, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose que pour d'autres types de situations où ça a été sûrement beaucoup plus léger, et selon les cas, évidemment. Donc, si ces textes témoignent de ces différences, malgré tout, il y a quelque chose de vraiment commun qui traverse l'ensemble du livre, et c'est apparu pour moi presque comme un processus photographique, c'est presque apparu une fois qu'on a eu tous les textes et on a vraiment ouvert voilà, à plein de personnes et au-delà de l'association. C'est là que moi, j'ai pu écrire pleinement toute la première partie qui est une vue d'ensemble et des tentatives de voilà, proposer quelque chose sur le plan métapsychologique. Une fois qu'on voit tous ces textes, on voit à quel point, dans toutes les situations, qu'elles soient familiales, individuelles, groupales, institutionnelles, la pulsion de vie et la pulsion de mort a traversé de manière différente, mais toutes ces personnes et toutes ces dynamiques psychiques à l'œuvre. On s'est aussi appuyé, on n'avait pas beaucoup de bases de référence à ce moment-là, hein, parce qu'on on avait nos bases théoriques à nous, nos bases cliniques, on avait notre expertise, et puis on avait voilà, ces groupes de pensée, ces ateliers. Mais en fait, des écrits sur la pandémie, des écrits métapsychologiques notamment sur la pandémie, on en avait très 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 peu. Et voilà, il y avait encore très peu de recherches à ce moment-là. Mais on s'est appuyé aussi sur les écrits et les visios, notamment de François Ansermet, que je vous conseille aussi de visionner, et qui parle de cette pulsion de vie, cette pulsion de mort en temps de pandémie. Comment ça agit sur nous, comment la pulsion de mort est présente et vient effectivement, pour reprendre ce que disait Sylviane, délier quelque chose. Et donc, on a proposé quelque chose des termes qui peuvent se débattre, mais on s'est dit, il y a peut-être quelque chose du côté de la pulsion de Covid, qu'on a écrit en 2 mots, et de la pulsion de co-vie, en temps pandémique, qui viennent attaquer les corps et les liens. Et les liens, c'est vraiment les liens entre les personnes, mais c'est aussi la capacité de penser, notamment, ou de faire lien quand on est tout petit dans son corps et dans sa tête, dans le psychisme et dans le corporel, etc. Ça peut être vu à différents niveaux. Exemple de pulsion de Covid, peut-être, pour que ce soit un peu plus parlant. C'est le bain de langage dont parlait Sylviane tout à l'heure, le bain de langage saturé, dans lequel ont grandi les enfants du Covid. Et on sait à quel point les enfants, et même les tout petits et les bébés, sont sensibles au bain de langage dans lequel ils évoluent. Les mots guerre, masque, pandémie, lavage des mains, gestes barrières, couvre-feu, confinement, essentiel, non essentiel, distanciation sociale, sans contact, pas plus d'1 kilomètre, rassemblement interdit, attestation de sortie, etc., etc. Essentiel, non essentiel. Ils ont grandi en tout cas dans les premières années, dans voilà, un espace qui était saturé par ces mots-là. Et aussi au niveau des images. Hein. Il y avait beaucoup d'images dans les écoles, par exemple, de distanciation sociale, etc. Donc ça, on s'est questionné sur ce que ça pouvait faire vivre. Autre exemple,
peut-être ou peut-être je vais passer directement à la question de la COVID. C'est-à-dire la COVID, ça va être toutes les formes de créativité, au contraire, de liens, de liaisons qui ont pu se mettre à l'œuvre face au Covid et à ces attaques des corps et des liens. Donc ce livre, c'est un témoignage de cela. Et puis dans le livre, vous pourrez trouver aussi les textes de Daniel Delouvain notamment, qui sont vraiment qui viennent ponctuer comme ça les récits du livre pour montrer, enfin je crois que ça a été vraiment, Daniel pourra peut-être nous en dire quelque chose aussi, mais c'est venu transformer ces attaques du lien, du transgénérationnel, des attaques de la culture aussi. Et pour les tout petits, ça voulait dire aussi des attaques dans la créativité, les airs transitionnels, la possibilité de manipuler, tout simplement, d'utiliser son corps, de se mouvoir, toutes sortes de choses, de manipuler des livres aussi. Enfin voilà, ça a pu se manifester de différentes manières selon les moments. Mais en tout cas, voilà, tous ces textes qui sont presque poétiques, ils sont venus là aussi comme en résilience pour montrer qu'on pouvait continuer à penser et créer des liens. Je pense aussi au texte des professionnels de crèche réquisitionnés qui sont aussi présentes ce soir, voilà, et qui nous parlent des multiples créativités mises à l'œuvre dans leur crèche, alors même qu'elles n'avaient jamais vécu cette situation, de se retrouver avec des enfants dans une crèche réquisitionnée, et notamment la création d'un film qui a pu se faire, et puis des images, des mots qui ont pu circuler, etc. Donc, la clinique des bébés et des enfants du Covid qui sont devenus grands et qu'on voit aujourd'hui qu'on voit aujourd'hui d'une manière générale, mais aussi dans les consultations, qu'on voit dans les écoles, qu'on va voir dans les collèges, etc., est imprégné ou est infiltré, plus ou moins, selon comment ça a été vécu suivant les situations, de ces mouvements de Covid et de Covid. Et donc, le livre, il est aussi là un peu pour rappeler ça et pour essayer de penser avec ces éléments-là et de les accompagner avec ces éléments-là. Par exemple, vraiment un tout petit exemple, des enfants ou des préados qui sont happés par les écrans, pour parler d'un symptôme très, très contemporain. Évidemment que tout n'est pas de la faute au Covid, loin de là. Peut-être tout n'est pas de la faute non plus au numérique d'ailleurs. Mais on peut se demander, moi je les vois en consultation notamment, souvent je questionne qu'est-ce qui s'est passé quand ils en parlent, hein, bien sûr, les enfants ou les parents, etc. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, des années où ils étaient en huis clos familial, etc. à la maison? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des écrans? Qu'est-ce qui s'est passé dans les vécus, bien sûr? Qu'est-ce qui s'est passé pour les uns et les autres? Quand on rencontre aussi des enfants en difficulté d'empathie, des enfants qui sont en difficulté dans la possibilité d'être ancrés dans leur corps, dans les liens, quand on voit des formes d'agressivité assez brutes, alors même qu'on a l'impression que ça peut fonctionner bien par ailleurs, quand on voit je pense à des familles, des consultations familiales avec des contenances un petit peu paradoxales dans la manière dont ça s'exprime dans les familles, etc. Parfois de la surprotection et parfois une difficulté, justement, un lâchage. Tout ça, je vous évoque des symptômes comme ça qui me viennent, mais il y en a évidemment plein d'autres. On peut se demander en quoi les souffrances de ces enfants qui grandissent ou de ces parents ou des professionnels peuvent être en partie imputables au vécu du Covid. Évidemment, en partie. Il ne s'agit pas du tout de dire que tout est de la faute au Covid. Je pense aussi aux symptômes, de burn-out. Je pense aux burn-out parentaux qui sont devenus vraiment au devant de la scène ces dernières années, au burn-out professionnel, institutionnel, les crises dans les hôpitaux, les crèches, etc., etc. On sait que tout ça était là bien avant le Covid. Mais qu'est-ce qui a été renforcé pendant le Covid? Qu'est-ce qui a chuté pendant le Covid? Ou quel chemin s'est frayé la pulsion de Covid à ce moment-là pour que ça fasse comme un espèce de crash économique, psychique à ce moment-là.
au moment du Covid, alors qu'il y avait des choses qui étaient déjà présentes, bien entendu, dans les dynamiques psychiques avant le confinement et les années de la pandémie. Donc, je vais avancer tranquillement vers la fin, mais on a à faire du lien, je crois, entre ce qu'on dit dans le livre, ce qu'on a pu observer, comme l'a dit Sylviane, dès le début du confinement, etc., et ce que, par exemple, des professionnels de CMP, CMPP ou d'autres professionnels de l'enfance ou de l'adolescence vont voir et observer aujourd'hui, ou de la parentalité. C'est Marion Cano qui nous disait cela aussi, qui nous le rappelait dans une présentation récente en présentiel. Elle nous disait ce serait vraiment bien que vous puissiez faire du lien entre vous. Et c'est vrai que je crois qu'on peut avoir des choses à apporter, mais nous, ça nous intéresse beaucoup, les co-auteurs, tous les auteurs aussi, d'avoir ces retours-là aujourd'hui, après 5 ans de travail, de ce qui est perçu par les personnes et les professionnels qui rencontrent ces enfants, ces parents et ces professionnels qui ont avancé comme cela. Donc, on espère que ce livre, ça pourrait être vraiment un support de pensée et aussi un support de parole. Et c'est ce qu'on observe jusqu'à présent quand on a présenté l'ouvrage. Voilà, pour cette génération-là, mais aussi pour toutes, on peut faire du lien avec d'autres générations, je l'espère. Et je finis par les mots d'une petite fille de 2 ans et demi, qui sont des propos recueillis par Domitille Lambert-Vanin et Camille Bacle et qu'on peut retrouver dans le livre. On n'a plus les masques, on peut parler. Donc, je rajouterai avec mon raisonnement d'adulte que c'est bien après qu'on ait posé les masques qu'on peut discuter. Et donc, je laisse la parole à Sylvain Missoni. Bon, Marine, merci. Anne, merci à toi, merci à toute l'équipe RS. Écoutez, moi je vais aller directement à l'essentiel. Je suis un animateur de collection heureux et nous nous sommes réunis avec tout le comité éditorial la semaine dernière et il y avait un vrai effet de contagion de ce que tu viens de décrire, Marine. C'est-à-dire que toutes les discussions que nous avons eues dans ce comité éditorial autour du manuscrit nous ont permis, à la dizaine de cliniciens que nous sommes dans ce comité éditorial, de faire ce travail d'antidote que tu décris si bien, hein, c'est-à-dire nous n'avions pas la chance d'être investis dans un travail d'écriture, mais de notre place de comité éditorial d'une collection, on a très vite senti que ce que tu avais fait avec l'ANAPSI et Sylviane, là, je crois, a été sûrement très active, comme je la connais, et très créative pour soutenir, pour sentir d'emblée l'importance sociale et politique de soutenir cette énergie-là, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Parce que, bon, pour le dire à ma façon, ce livre est un acte social et politique d'anti-omerta. Et je crois que euh, l'omerta menace de euh, masquer, refouler, réprimer toutes les représentations des bébés, des enfants, des parents, des professionnels à l'égard de ce que vous avez, Sylviane et Marine, si bien décrit. C'est-à-dire, moi j'étais frappé, je les ai notés, de la récurrence des métaphores guerrières, quoi. C'est incroyable. Donc on est dans la tragédie et on n'est pas dans la drôle de guerre parce que la drôle de guerre, je me rafraîchissais la mémoire en vous écoutant, c'est justement cette année française avant que ça démarre vraiment la castagne, quoi. C'est une année d'attente. Alors que là, non, c'est pas une année d'attente. Je pense on a vécu et c'est impressionnant de voir que à chaque fois que l'un d'entre nous commence à oser raconter l'essentiel de ce qu'il a vécu à cette époque-là, c'est toujours empreint de gravité, d'ondes de choc sismique traumatique et de violence politique. Je veux vraiment insister là-dessus. Bon, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été amplifiées, qui ont été caricaturées pendant cette période et que nous n'oublierons pas. Enfin, je pense que en tant que citoyen averti
de ces périodes-là, on peut en tirer des leçons pour l'avenir. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir échanger sur l'identité narrative avec Paul Ricoeur. Et Paul Ricoeur, il disait, écoutez, c'est très simple, vous voulez un exemple d'identité narrative qui a été oblitérée, qui a été muselée? La guerre d'Algérie. En France, la guerre d'Algérie n'a pas été source d'un travail d'élaboration d'identité narrative collective. Et autant Marine que toi, Sylviane, vous avez bien insisté sur l'aspect collectif, c'est-à-dire que si votre acte d'écriture a pu advenir, c'est parce qu'il a été collectif. Bon. Donc l'identité narrative, c'est un acte collectif où ça n'advient pas. Et euh, alors, c'est un peu remuer le couteau dans la plaie que de le dire, alors que justement on est en train de parler ce soir d'un livre qui est un acte anti-omerta, un acte de volonté de ne pas se laisser paralyser par l'omerta. Mais je pense que la période Covid est l'objet aujourd'hui d'une absence de ce travail de narration. Alors j'ai deux exemples, j'ai l'hôpital et j'ai l'université, et ça c'est dans ma chair, parce que tout ce que tu racontes sur les masques, par exemple, moi je me souviens des discussions qu'on a eues à Necker sur les masques, la passion qui a animé ces débats, sur fond de ceux qui étaient présents avaient choisi de ne pas être solidaires avec ceux qui avaient choisi de ne plus venir à l'hôpital, donc on était déjà dans une menace de clivage phénoménale entre ceux qui croyaient au vaccin et ceux qui disaient que ça n'allait pas du tout et que c'était vraiment de l'aliénation que de marcher dans les solutions proposées par les politiques de cette urgence vraiment face à la maladie. Bon, j'ai le souvenir d'une violence incroyable dans ces réunions. Quant à la maternité, je ne résiste pas à vous donner une petite anecdote. Tu parlais, Marine, de régression historique. Moi, je me souviens d'être arrivé avec, encore une fois, les soignants qui avaient choisi de continuer le boulot à la maternité. Et on me raconte avec beaucoup d'emphase à l'italienne que il y a un père qui venait de casser la gueule à un gars de la sécurité parce que le gars de la sécurité lui avait dit non, vous n'allez pas voir votre femme et votre enfant. Et le père, qui était professeur de karaté, a répondu je m'excuse, mais vous n'avez pas le pouvoir de m'empêcher d'aller voir ma femme et mon enfant. Et l'autre qui était un peu téméraire, macho, a voulu en venir aux mains et il s'est fait proprement assommer. Bon. Moi, je me pointe là-dedans. Donc, et j'ai parlé et avec l'assommé et l'assommeur pendant un certain temps. Et j'ai fait mon travail de psychologue dont tu soulignais, Marine, qu'on a été nombreux à être comme ça dans ces zones-là de casque bleu où c'est assez compliqué, hein, finalement. Mais c'était très important. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on laisse la place au dialogue de tout le monde, mais j'aimerais te dire, Marine, et aussi à toi, Sylviane, parce que je sais la place que tu occupes dans la fabrication de cet antidote sanitaire, social et politique. Bravo, c'est vraiment formidable, et c'est vrai que j'ai eu le privilège de voir le comité éditorial que j'anime être vraiment euh, à la mesure des enjeux de ce texte. C'est-à-dire qu'on a savouré ça, ça nous a permis de dialoguer bien des fois. Et puis, quand il a été question de se dire, mais peut-être que c'est trop tard de publier un truc là-dessus, c'est du passé, c'est-à-dire donner raison à ce que je viens d'évoquer, le refoulement, la répression, l'omerta, eh bien, moi, j'étais très fier et je suis heureux de vous le transmettre, de voir que dans ce comité éditorial, il y a un certain nombre de voix qui se sont élevées pour dire, mais non, pas du tout. Euh, ce qui s'est passé là, ça peut recommencer. Le contexte géopolitique, l'incertitude dont vous avez parlé. Et c'est vrai, et c'est là que tu te souviens, Marine, je t'ai téléphoné en disant, et je suis heureux que ça a été repris dans le sous-titre, leçon
Mm. L'idée que ce livre dont tu as dit l'essentiel et qui est remarquable, il y a aussi des leçons sociales et politiques dont on aura peut-être besoin. Je ne voudrais pas être inutilement rabat-joie et tragique, mais un peu quand même, parce que peut-être que dans les années qui viennent, il y a des leçons de ce dont nous parlons ce soir qui seront importantes à avoir bien chevillées au corps et à l'âme. Bravo Marine et merci Sylviane Merci. de me permettre d'être un animateur de collection heureux. Merci. Merci Sylvain. Sylviane, si vous voulez intervenir et rajouter quelque chose, il n'y a pas de souci. Et je vous invite désormais à participer, celles et ceux qui veulent poser des questions, partager des expériences lors de cette période. Et de nombreux co-auteurs et co-autrices du livre sont présents, donc n'hésitez pas, pour se lancer. Ce serait terrible que la parole soit muselée. Il faut y aller. Voilà, et vous pouvez témoigner, partager des expériences, poser des questions. Allez-y, on est là pour ça. Profitez-en. Profitez de Marine, de Sylvaine, de Sylviane. Alors, bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Peut-être. Alors, moi, je participe en tant que grand-mère puisque j'ai un petit-fils qui est né le 17 mars 2020. Et donc, il est né à Paris en unité de soins, enfin, je sais plus quel hôpital, mais enfin, grand hôpital, parce qu'il était né aussi, c'était un enfant FIV, donc avec un encadrement aussi, donc l'accouchement a été très, très encadré. Le papa a pu assister à l'accouchement. Et j'étais sur Montpellier, enfin je suis retraitée à Montpellier, et je trouve qu'avec ce Covid, on a pu avoir la chance. Alors ils ont pu, c'est vrai, se déplacer, mais je trouve que, enfin, ça a été le cas pour certains enfants bébés de cette époque-là. Ils ont eu un environnement quand c'était possible. Hein, c'est pas tout ça. Je suis sûre que si c'était confinement, mais ils ont pu s'échapper de la région parisienne et venir donc dans le sud. Et donc il y avait un environnement très, alors confiné. Hein, on était comme tout le monde confiné. Pas trop de déplacements, mais entouré de ses parents, des deux parents, parce qu'il y avait les congés, bon, congé de maternité, bien sûr. Il y avait le télétravail pour beaucoup. Il y avait la grande sœur qui était là aussi parce que, bon, qui, elle, à mon avis, a plus souffert que le petit. Parce qu'elle était en quatrième et je crois que les collégiens ont peut-être plus souffert de ce Covid. Mais je trouve que les petits, quand ils étaient vraiment dans coucounés par, il y avait un environnement familial. Enfin voilà, c'était un petit peu mon témoignage. Et c'est un petit garçon de 5 ans qui est super épanoui. Enfin bon, j'ai- je vois plutôt ça un petit peu comme une chance pour les enfants, enfin les bébés de quand tout s'est bien passé. Hein. Je suis d'accord, tout s'est bien passé. Je peux rebondir? Oui, tout à fait. Oui. Euh, oui, merci pour ce témoignage. C'est très important pour nous d'entendre des grands-parents, vraiment. Et voilà, et c'est vrai on décrit aussi ces situations de cocon. Voilà, on s'est demandé si le confinement avait été un cocon ou une prison, mais il y a beaucoup de témoignages de cocon. Donc, merci. Et c'est vrai que le temps s'est ralenti et que le temps du tout petit a besoin d'être ralenti. Donc ça, on a vu aussi les effets dans la Oui, clinique. oui, 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 oui. Et si je peux dire un mot à ce sujet, Anne, Marine, c'est que euh, c'est vrai on peut imaginer qu'on trouve dans notre communauté réunie ce soir un large consensus sur les ondes traumatiques sismiques de cette crise sanitaire, mais c'est vrai qu'avec ce qui vient d'être évoqué là du cocon, moi je dois dire, mais on aime la complexité dans notre communauté, donc c'est pas une mauvaise nouvelle. J'ai eu un certain nombre de familles
qui souffraient terriblement d'arythmie et d'hypertrépidation, qui ont été incroyablement soulagés, soignés par le cocon. Et quand je les ai retrouvés 6 mois après le 16 mars, où tout s'était un peu arrêté, eh ben, ils allaient mieux. Et je dois dire que ça fait aussi partie des choses, enfin, je crois que dans notre groupe ce soir, il faut aussi qu'on soit à la mesure de relever cette hyper complexité où la pire des crises avec la pulsion Covid que tu décris si bien, Marine, eh bien, paradoxalement, parce qu'on est là dans des paradoxes au carré, eh bien, sur certaines familles, ça a pu donner à l'expérience d'une rythmicité qui était moins folle, je m'excuse de le dire de manière trop caricaturale pour aller vite, mais qui était plus propice au tissage des liens que le rythme habituel où maman déposait à 6h30 chez la gardienne qui amenait chez la nounou, et du papa, enfin vous connaissez la musique, quoi, enfin de ces bébés qui voient 7 à 8 gardes du corps dans la même journée. Il y a une question dans le chat. Est-ce que est-ce que des différences ont pu être constatées entre le premier et le second confinement? Hmm. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir complètement répondre à la question. Et les co-auteurs, n'hésitez pas si vous avez quelque chose de plus à dire. Mais ce que je pourrais dire, ce qui ressort dans les observations, les recherches ou les écrits qu'on a pu faire, et ce qu'on a pu entendre aussi, écouter dans la clinique, c'est que oui, le deuxième confinement, c'était un peu le deuxième coup. Je ne sais pas si c'était l'après-coup, mais c'était le deuxième coup. Et donc, il y a quand même il commençait à y avoir un effet de lassitude et de questionnement sur est-ce qu'on allait sortir un jour de cette période-là. Mais c'était que le début hein, de cette période-là. Donc, le deuxième confinement, voilà, on n'en est pas encore à la fin de la crise. Donc, voilà, il y a plutôt eu ces effets-là. C'est-à-dire le premier, c'était inédit, inouï, on met en place des choses, on trouve des ressources, c'est l'urgence et on a vu des choses extraordinaires dans les familles, effectivement. Voilà. Le deuxième, les adultes commençaient à accuser le coup et du coup, je crois les jeunes enfants pouvaient aussi un peu accuser le coup. Mais alors, vraiment, c'est du cas par cas. Hein. Je ne pourrais pas faire de généralité. Ça. Tout de même, il y a eu une période intermédiaire avec un couvre-feu très tôt en fin de journée. Et ça, on en parle rarement, hein, parce que c'était les semaines confinées, mais le fait d'être à 18 heures ailleurs que sur l'espace public ouvert, les liens, les relations, etc., c'est quand même quelque chose de très étonnant. C'est-à-dire qu'on autorise le temps de travail et rien d'autre. Et quand même là, puisqu'on parle d'enjeux politiques, il y a quand même là quelque chose qui signifie. Alors bien sûr, l'activité économique, c'est aussi la vie d'un pays, mais le stress d'être à l'heure du retour, de ce droit de sortir et pas le droit de rester dehors, ce droit, cette obligation, enfin, et la notion de couvre-feu. En fait. Mm, mm. Après, ce qui était assez beau, c'est toutes ces transgressions autorisables. Je pense dans mon quartier à un chanteur d'opéra qui, à ce moment-là, à partir de 18h40, ouvrait grand ses fenêtres et chantait pour tout le quartier. Il y a des choses comme ça qui ont été formidables, mais euh, on a besoin de pouvoir y repenser, besoin de savoir que l'humain est capable de création, de sublimation, la capacité des gens à créer à plusieurs, à distance sans se connaître, des œuvres collectives à l'aide de la technologie.
Tout ça signifie bien que des humains qui ont encore en eux des forces, euh, des outils, une culture, une envie, des liens, peuvent. Mais qu'en serait-il si tout ceci avait duré 2 ans, 3 ans, 4 ans, hein? La vitalité, c'est quelque chose qui doit se régénérer. Sinon, la créativité aussi, hein, c'est pas seulement une capacité, euh, ça se, ça se nourrit. Merci Sylviane. Il y a une question. Bonjour, existe-t-il des outils pour les soignants qui peuvent nous guider dans une discussion avec les parents autour du confinement? J'interroge systématiquement cette période lors de premiers entretiens avec les parents, mais j'ai l'impression que je manque de billets, peut-être que je manque moi-même de recul. C'est Margot qui pose cette question. Margot qui est psychologue ou qui est une autre profession? Peut-être on ne saura pas. C'est pas Alors, grave, peut-être. voilà, c'est vrai. Sylviane, est-ce que tu as envie de répondre? Non, mais vas-y, mais il y a ce livre quand même qui, c'est pas seulement le livre, mais c'est aussi le travail qui est fait par Erez, par toi, Marine, par Sylvain, etc. C'est les choses qui sont dites, synthétisées. C'est un support, on est en train de bâtir un support de mémoire et d'outils en fait. C'est ça. C'est ça. Enfin, je veux faire comme le deuxième Dupont, je dirais même plus. Donc, euh, ce que tu viens de dire, Sylviane, et bon, Marine, tu es modeste, tu nous laisses le dire, mais c'est ce travail collectif d'écrire ensemble en temps réel, c'est ça le meilleur antidote. Euh, et bon. Alors après, c'est vrai que on le voit bien dans les services de soins, la médiation écriture, il y a des gens qui sont super preneurs, et puis il y a des gens qui sont plus timides. Donc la question dans la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les timides de l'écriture? Je rajouterais quelque chose, je ne sais pas, après les Dupont, ce que ça peut être, mais Euh, en tout cas, ce qui me vient, moi, c'est que moi, j'ai fait très attention à pas surinvestir la question du Covid et du confinement dans les anamnèses, en fait, dans ce que racontaient les familles. Alors, j'ai même fait super attention parce que moi, j'ai été hyper focalisée sur le sujet et qu'on était un petit peu en train d'écrire tout ça, de surinvestir. Mais, mais en fait, aujourd'hui, je m'aperçois que c'est les familles qui m'en parlent et je trouve que, ou les institutions, probablement parce qu'elles ont vu qu'on avait publié un ouvrage sur le sujet, mais je crois qu'il ne faut pas forcer les gens à en parler déjà, mais quand ça vient, c'est que ça vient pas pour rien. Et je crois que ça vienne dans votre tête hein, en termes d'association libre, ou que ça vienne de la part, dans les mots, de la part ou dans le jeu des familles ou des professionnels, c'est pas pour rien. Donc c'est juste ça que je dirais. Je ne sais pas si c'est un outil, mais c'est ça qui m'anime actuellement à ce sujet. Je voudrais rebondir sur un commentaire dans le chat, quelqu'un qui dit qu'il fut étonné, elle fut étonnée de voir l'adaptabilité des enfants durant cette crise et leur joie de vivre malgré tout. Je pense que ça c'est là qu'il y a quelque chose de notre responsabilité à l'égard des enfants, une responsabilité clinique, mais aussi d'adultes vis-à-vis des enfants. Cette adaptabilité, c'est leur allié, mais c'est aussi leur fragilité. Quand on voit ce qu'on peut faire vivre à des enfants et ce à quoi ils sont capables de s'adapter, parfois pendant des années, euh, la notion d'adaptation est en soi un problème. Et je voudrais juste rappeler un échange au téléphone avec Françoise Dolto
à laquelle nous demandions, nous les psychologues, de venir pour une conférence au sujet de l'adaptation du bébé à la crèche et qui a immédiatement bondi en disant, adapter les bébés à la crèche, mais je ne viendrai pas à votre conférence. Et après, évidemment, on s'est expliqué toutes les deux, mais il faut faire attention à ça parce que dans certaines conceptions de ce qui est bon pour les enfants, il y a des pratiques et des outils qui sont des outils qui amènent les enfants à une adaptation et à ce qu'ils vivent, là où ils sont, etc., à une normalisation des conduites qui ne signifie pas forcément qu'il y a une métabolisation par l'enfant de ce qui se passe pour lui, auquel il peut effectivement s'ajuster, mais dans certaines conditions seulement. Merci. Est-ce que je peux poser une question? Oui, allez-y, Je vois que l'heure tourne. allez-y. Coucou Marine, je suis bien contente de te voir là. Moi aussi. En fait, donc moi je travaille en tant que psychologue en néonatologie à Necker, donc réa, soins intensifs, etc. Et ce que je me demandais, alors, j'ai le livre mais je ne l'ai pas encore lu, à ma grande honte évidemment. C'est si on avait un peu de recul ou des études, je ne sais pas, sur les bébés qu'on a eus et qui ont soit rencontré extrêmement tardivement leur mère parce qu'ils sont nés du fait du Covid de leur maman, préma, plus ou moins préma d'ailleurs, et ceux qui ont perdu leur mère aussi. On en a eu heureusement pas beaucoup, mais c'est arrivé. Euh, du coup, voilà, je me demandais. Alors, je pourrais. Alors, pardon. Comment? Pardon, je ne sais pas si tu sais ça, si ça existe. Alors, moi, j'ai pas vu d'études là-dessus. Par contre, je suis preneuse de tout ce qui paraît, même depuis, enfin, même en ce moment, parce qu'il va y en avoir d'autres, hein, des études qui vont être publiées. Mais là-dessus, j'ai pas vu d'études passer. Par contre, dans le livre, il y a un témoignage, je sais pas si c'est exactement à ça que tu faisais référence, mais il y a le témoignage d'une maman qui a été césarisée en urgence à 7 mois de grossesse et qui a été atteinte du Covid et dont le bébé a été hospitalisé en réa. Voilà. Mais il y a un témoignage et c'est très important enfin voilà, ça a été très important pour nous de lire. Les études, là comme ça, je sais pas. Mais je suis preneuse. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite rebondir là-dessus. Je pense qu'il y a aussi des chercheurs ce soir, donc. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se faire. Là, je suis rewriter enfin, reviewer d'un certain nombre de revues et ces 6 derniers mois, j'ai lu au moins 2 recherches assez ambitieuses, non pas sur les mères décédées, mais sur le cocktail, si j'ose dire, prématurité Covid. Oui, je pense que les soignants hospitaliers étaient sur le pont quand même au moment de... Voilà, tu peux en témoigner, je crois, Véronique. Au moment du Covid et peut-être certaines recherches vont arriver petit à petit ou en tout cas certains retours. Et les étudiants aussi, probablement qu'il y a des choses qui vont sortir. Ça me donne peut-être envie juste de rebondir. Donc, moi, à ce moment-là, je travaillais en unité ambulatoire périnatale. Et c'est un moment où on a vu, il y a eu plusieurs situations qui m'ont émue et que donc j'évoque dans le livre, de bébés qui finalement se sont retrouvés avec des parents eux-mêmes extrêmement angoissés de transmettre le Covid à leurs bébés, donc des bébés nés très prémas, et avec des témoignages. C'est une période où on a reçu à peu près dans le même mois 2 familles extrêmement
dire, troublés, de bébés qui, une fois rentrés à la maison, se sont trouvés à être très agités, à crier, pleurer beaucoup, alors même que pendant les 2 mois et quelques d'hospitalisation, ça semblait se passer plutôt pas trop mal. Et c'est ce qui m'a fait, moi, finalement, un peu questionner, explorer la question, entre autres, de la découverte du visage, mais aussi de la tendresse qui n'avait pas eu lieu sur place. Et ça a été aussi d'ailleurs en contraste avec une autre femme que j'ai vue en libéral, venue consulter sans son bébé, et qui a témoigné comme elle, à l'inverse, avait complètement transgressé les règles de la réa, donc ce qui avait posé évidemment problème pour toutes les familles, puisqu'elle refusait de porter le masque, et pour le coup, elle avait embrassé son bébé. Mais cette question de ces deux familles qui finalement ont réalisé qu'elles n'avaient, les mères notamment, qu'elles n'avaient pas, elles avaient bien eu le contact peau à peau, mais elles s'étaient pas autorisées des gestes tendres. Moi, bon voilà, moi ça m'avait frappé, ça m'a amené un peu à explorer cette question-là, des traces après coup. Alors c'était deux situations particulières, de bébés sans doute, d'ailleurs l'un des bébés très vulnérables, l'autre, je pense, quelque part, s'est mieux débrouillé. Enfin, ça a fait crise un moment et ils étaient aussi, finalement, une fois qu'ils ont pu aussi être bien entourés de leurs parents, justement, c'était la période où il fallait s'autoriser soi-même là, à sortir. On a un peu oublié comme effectivement, certaines personnes s'autorisaient beaucoup et d'autres pas du tout. Mais voilà, donc moi, c'est uniquement, je dirais, ce sont quelques situations et ça nous avait troublé de voir d'ailleurs ces bébés-là où, comme je dis, où finalement j'ai eu l'impression qu'ils étaient mieux quand je portais le masque que sans masque, ce qui était pas ce à quoi je m'attendais en fait. Voilà, pour une majorité d'autres enfants, ils y avaient quelque chose qui manifestait de plutôt plus tranquille à partir du moment où ils retrouvaient des traits humains complets, j'ai envie de dire, un visage complet. Voilà, donc moi, c'est juste comment dire, une exploration avec quelques situations, mais c'est vrai que ça serait intéressant de voir ce qu'il en est. Enfin, si j'avais aussi eu envie d'explorer cette question, c'est que effectivement, j'ai quand même entendu, après, on est resté, malgré la fin des mesures, dans les hôpitaux et notamment dans les néonates, un certain temps avec le port du masque. Il m'a été confirmé que, par exemple, à Béclair, chaque hiver, enfin chaque semestre, en fait, qui correspond à la période hivernale, les soignants sont masqués. Et voilà, j'interrogeais qu'est-ce que ça fait à la fois au bébé et puis tout ce qui va avec, en fait, tout ce qui induit sans qu'on s'en rende vraiment compte. Enfin, moi, j'en avais pas du tout conscience au début sur peut-être une restriction des gestes, enfin une modification finalement dans le contact et dans ce qu'on s'autorise avec le bébé. C'est vrai que on a l'impression que dans des tas d'endroits, on n'est pas encore revenu à la normale, entre guillemets. Oui, par exemple, il y a des urgences pédiatriques où toujours ne sont autorisés, un seul parent est autorisé. Et quand on arrive avec un bébé tout petit aux urgences, c'est quand même parce qu'il y a énormément d'inquiétudes. Donc d'ailleurs, le parent exclu, qui se trouve être assez souvent le père, ça fait quand même vivre quelque chose de vraiment extrême. Et oui, de ce point de vue-là, c'est aussi pour ça qu'on pensait que le livre était utile, en fait, pouvoir souligner ce qui discrètement est revenu ou enfin, s'est modifié et reste dans les pratiques. Voilà, notamment de n'accueillir qu'un seul parent, c'est quand même pas sans effet. Merci. Effectivement, pendant l'hiver, nous, on remet le masque à Necker, effectivement. Mais il y a beaucoup plus de transgressions qu'au moment du Covid, heureusement. Ça, ça. Oui, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, c'est ce qu'on disait, il peut y avoir, quand il y a un jeu de cachet-coucou, il se passe déjà quelque chose, c'est-à-dire il y a Mm. du jeu autour. Quand on ne se l'autorise pas du tout, parce qu'on a vraiment l'impression que la moindre, et je cherche si c'est infraction ou effraction, enfin, risque de provoquer quelque chose de gravissime pour son enfant ou pour les autres autour, c'est pas la même chose, effectivement, que si on se permet, on le porte, mais peut-être on montre au moins le visage, enfin, il y a quelque chose qui va. Et je pense tout ce qui est allé avec du côté de restreindre le contact, puisque c'est la période de distanciation sociale.
où le contact même pouvait être réputé dangereux. Donc, notamment vraiment cette question, par exemple, des baisers, voilà, ou mettre l'enfant dans son cou. Je trouve, enfin voilà, ça, je ne sais pas si ça va être exploré, cette question-là de la tendresse, ce qui s'est passé dans cette période-là, et est-ce qu'il y a des traces? En tout cas, moi, je me souviens vraiment de l'effet terrible que ça m'a fait de voir cette maman extrêmement douloureuse quand elle a réalisé qu'elle n'avait pas du tout embrassé son bébé en 2 mois de vie. Et elle était vraiment très malheureuse à ce moment-là. Mhm. Un exemple de la pulsion de Covid, là, pour le coup. Ouais, je voulais juste apporter un petit complément en associant par rapport à ce que Brigitte vient d'évoquer. Je repensais à une situation qui m'avait été retransmise voilà, dans un lieu d'accueil enfants-parents qui avait réouvert suite à la période du Covid et où ce que l'équipe me retransmettait ça, elle disait qu'ils avaient accueilli donc petit à petit des familles et notamment une famille qui donc portait le masque et qui est venu régulièrement, qui a porté le masque très longtemps, hein, après le fait que il était possible de ne pas le porter obligatoirement, et avec cette grande inquiétude parce que il y avait une telle angoisse que c'était, comme on le disait dans l'exemple, il n'y avait pas le jeu. Hein. Donc, chacun était sur sa position, observant un peu ce qui se passait, tout en étant là quand même pour venir chercher peut-être justement un cocon ou une autre sorte de cocon, mais avec cette angoisse terrible. Hein. Donc, il y a des familles qui sont restées et à domicile aussi, parce qu'après la parole s'est libérée un peu et ils avaient la même pratique à la maison, c'est-à-dire que ce petit enfant était confronté chez lui à ses parents avec le masque. Hein. Donc ça interroge beaucoup dans la suite, hein, bien sûr, de comment cet enfant a pu lui se construire et se saisir de ça, et avec peut-être justement une restriction. Je ne sais pas, en tout cas, fantasmatiquement, on peut se dire que au niveau des gestes de tendresse aussi, ça questionnait hein, dans la relation. Voilà, ça me faisait penser à cette situation. Merci. Il y a un commentaire de Pascal qui dit, est-ce qu'on pourrait utiliser le terme de résistance au lieu de celui de transgression dans le chat? Excellente question. Et une belle question, Marine, Sylviane, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, la résistance, enfin, mais c'est familial, quoi. C'est-à-dire avant de devenir psychanalyste, la résistance, pour moi, c'était la résistance aux nazis, c'était la guerre, et j'ai mis beaucoup de temps à, à, à laisser, à ouvrir la porte de résistance en psychanalyse, tellement j'étais pétri de résistance de Deuxième Guerre mondiale, quoi. Donc, ça a vraiment, je sais, de quelle résistance on parle? Mhm. Bonsoir, si je peux rajouter un mot, au Covid, pendant le Covid, je suis psychologue et psychanalyste et pendant le Covid, j'étais en pédiatrie infectieuse. Et j'ai résisté Mhm. très vite sur la question du masque parce que nous avions des bébés en consultation et que pour moi, c'était absolument euh, incroyable au sens le plus profond du terme de pas pouvoir échanger avec le bébé. Donc j'ai enlevé mon masque au moment de l'examen du bébé, enfin quand j'étais en consultation conjointe avec le pédiatre. Et donc pour moi c'est ce terme de résistance à quelque chose qu'on me disait de faire légalement en fait. Et la question c'est de quelle effectivement, comme vous dites, de quelle résistance et c'est quoi la résistance aujourd'hui si on la dégage de la notion de la Deuxième Guerre mondiale, y compris pour nous psychanalystes. C'est ouais. Je trouve très intéressant justement votre question. Hein. J'ai employé transgression du point de vue des règles qui étaient en cours à l'époque,
intérieurement d'ailleurs, moi j'ai trouvé qu'elle avait fait un aménagement formidable pour son enfant et sa relation à son enfant, mais tout de même, c'était dans un service ouvert en rotonde, donc ça posait beaucoup de questions. Alors, c'est vrai que la question de la résistance, c'est intéressant. Moi, je suis passée en fait d'un lieu à un autre, d'une unité périnatale à une autre unité vers la fin du Covid et enfin de toutes les mesures. Et là où j'étais auparavant, à Charenton, à la Maisonnée, on avait décidé vraiment d'adapter le port du masque. Et autant, moi je m'étais fait vacciner, mais en tout cas, on disait autant que possible. Montrer le visage, au moins partiellement, au moins voilà. Alors que le lieu où je suis arrivée ensuite, tout le monde portait le masque sans jamais se découvrir et ça n'était pas questionné. Et ça, je trouvais que c'est effectivement je trouve intéressant qu'on se pose au moins la question de qu'est-ce qu'on fait. Il y a des règles. Effectivement, Marine a bien rappelé que selon les vécus, on a eu l'impression soit de passer enfin, d'être très épargné, donc peut-être d'avoir un danger plus lointain, ou bien au contraire, des personnes ont vécu des choses tout à fait terribles et avaient une idée au contraire de danger extrêmement important et imminent. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on a fait comme aménagement et je trouve, enfin, pour moi, c'est une question. Je ne vois pas comment le régler d'un coup, mais je trouve que c'est une question intéressante d'au moins s'interroger sur nos pratiques et comment faire quelque chose de pas trop fou, notamment avec des bébés. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que la question, moi, je suis allée voilà, chercher, alors maladroitement, je ne suis pas du tout philosophe avec le bagage de philosophie comme Sylvain, mais je suis allée chercher ce qui a pu être écrit quand même sur la question du visage, la rencontre, enfin, en quoi ça nous humanise. Et c'est vrai que pour moi, ça me paraissait impossible de travailler avec des tout petits sans montrer son visage, au moins autant qu'on le peut, enfin, en essayant de faire quelque chose qui quand même humanise. Mais c'est une grande question pour moi. Je sais pas, je vais poursuivre Je vois qu'il y a justement un petit mot dans le chat sur la question culturelle. Qu'en Asie, on porte le masque. On nous l'a beaucoup dit hein, quand on écrivait sur les masques, quand on pensait sur les masques. Voilà, c'est vrai qu'il y a des contextes culturels. Et puis, on nous a aussi beaucoup dit, mais enfin, les enfants qui sont hospitalisés, ils voient des gens masqués toute la journée. Donc, voilà, tout va bien, ça va aller. Là, en fait, c'est tellement, justement, il y a des différences culturelles, il y a des différences de contexte, il y a des différences en termes de lecture émotionnelle aussi des visages. Enfin, voilà. Et puis, bah, tous les enfants n'étaient pas malades. Donc, voilà, c'est complexe et c'est intéressant d'avoir justement aussi les recherches en Asie, etc., etc. Mais il y a des différences. Oui, sachant qu'en Asie, quand même, la question de l'expression des émotions, il s'agit justement de les réfréner. Donc, il n'y a peut-être pas la lecture, comment dire, d'une nécessité. Nous, on est effectivement très centré sur la nécessité de pouvoir, enfin, de la question de la vie affective et de pouvoir très vite Oui. traiter les émotions. Qui n'empêche que les enfants se sont adaptés. Hein. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est ce qu'on dit dans le livre. Mais la question de l'adaptabilité, l'a dit Sylviane, c'est un coût. Il y a un coût derrière aussi, potentiel. Si je peux me permettre, j'exerce en tant que psychomotricienne et je voudrais mettre en avant le fait qu'on a pu jouer aussi avec ces masques et que la parole et l'adaptabilité des enfants, elle leur appartient aussi. Et que dans ces allers-retours des cachets coucou et de la représentation que ce masque sur les visages avait pour eux, il y a eu toute une élaboration et un cheminement qui a pu être fait et que je pense que parmi nous, il y en a beaucoup aussi qui n'ont ni transgressé ni résisté, mais joué avec les limites et la représentation des enfants, tout simplement. En tout cas, moi, ça a été le cas dans beaucoup de cas, dans beaucoup de relations, enfin de rencontres, et jusqu'aux poupées, jusqu'aux nounours, et aux parents aussi étonnés d'avoir à discuter sur cette limite que leurs enfants avaient le droit de choisir en cabinet. Et voilà, je voulais juste donner ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Ça me touche et ça touche vraiment une question essentielle qu'on évoque aussi dans le livre.
parce que, en tout cas, moi, en voyant toutes ces observations cliniques et ces textes et ces témoignages, c'est aussi ça que j'ai un peu théorisé, c'est-à-dire, je crois que dans les situations où le jeu était préservé, alors ça a été. C'est que la pulsion de Covid n'a pas pu, ou en tout cas a fait lien avec la Covid, avec la créativité, avec le jeu, et c'est OK dans ces cas-là. Si on devait Merci, merci. Il y a beaucoup de choses à dire autour de cette période et c'est pour ça que je vous invite à retrouver. Alors, désolée, j'ai du mal à montrer le livre. Voilà. Je vous invite à retrouver cet ouvrage, à acquérir ce livre en librairie ou sur le site des éditions Erez. Merci euh, à vous tous et toutes. Merci Marine, merci Sylviane, merci Sylvain pour nous avoir offert ce moment très dense et passionnant. Euh, voilà, je vous invite aussi à consulter l'agenda des éditions RS pour retrouver toutes nos rencontres et, et nos ouvrages aussi. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.